BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Cher Benahouda, bonjour. Bonjour. Allez, on commence notre périple hebdomadaire par l'Allemagne, où le télétravail devient une habitude bien ancrée. Oui, Jean-Victor Alipour, qui est un économiste allemand au centre IFO de l'économie industrielle et des nouvelles technologies de Munich, nous dit que le télétravail est là pour rester dans son pays. Ce centre est considéré comme, il faut le préciser, proche des employeurs. L'étude porte sur les services en Allemagne. Il a passé en revue pratiquement 9000 entreprises à travers le pays. Plus d'un tiers des salariés du secteur des services pratiquent le travail à distance, ce que les Allemands appellent le bureau à domicile, fait définitivement partie, nous dit-il, de la culture nationale du travail. Qu'importe au fond les débats ponctuels que l'on voit dans les médias sur telle ou telle société qui pousse à un retour des employés, à un retour au statut antérieur à la crise du Covid, il est acquis que le télétravail s'est imposé dans la première économie d'Europe. Le mois dernier, près d'un travailleur sur 4 des services a effectivement travaillé de chez lui, en tout ou partie. Depuis maintenant 2 ans, c'est devenu une constante allemande. Mais il y a maintenant une différence entre les petites et moyennes entreprises, entre les PME et les grandes entreprises. Ah oui. Plus l'entreprise est petite, moins il y a de recours au télétravail. L'écart atteint 12 points. Et l'auteur constate aussi combien les services, du fait même de leur activité, se distinguent du reste de l'économie. L'industrie se situe à 16%, le commerce à 12%, la construction, bien entendu, à un peu plus de 5%. Mais Jean-Victor Alipour considère que ce n'est pas parce que la tendance est bien ancrée, semble irréversible, qu'il faut négliger le présentiel. Il y a lieu, selon son analyse, de prévoir, voire d'imposer des heures de coordination au bureau pour fluidifier les échanges. Pour lui, lorsqu'il s'agit de transférer les connaissances, d'améliorer la créativité, d'améliorer les liens sociaux, rien ne vaut le bureau. Une nouvelle étude, Benahouda, pour alimenter le débat sur l'impact du prix des cigarettes sur la consommation, et ça se passe en Indonésie. Oui, début mars, une enquête internationale a placé l'Indonésie, première population d'Asie du Sud-Est, premier PIB aussi d'Asie du Sud-Est, comme le pays avec le taux de fumeurs masculin le plus élevé au monde. 67% des hommes de plus de 15 ans fument. Les femmes fument assez nettement moins, mais combiné, le taux national de l'Indonésie n'est que de 4 points inférieur à celui de la Russie, en tête des nations de fumeurs et fumeuses. La ministre indonésienne de la Santé admet en la matière un échec à protéger les citoyens. Le prochain exécutif aura donc à envisager une action fiscale déterminée. C'est tout le sens de ce travail de recherche du CISDI à Jakarta. C'est le Centre pour les initiatives de développement stratégique qui travaille beaucoup sur les questions de santé et d'économie de la santé. Mohamed Zulfikar Firdaus et ses co-auteurs traitent de la faiblesse des droits d'accise sur les cigarettes dans leur pays. Selon eux, concentrer l'effort de dissuasion sur le prix du paquet donnerait les meilleurs effets pour amener à l'abandon du tabac. D'après leur recherche, qui rejoint en fait bien d'autres à l'échelle mondiale, il existerait une forte corrélation positive entre les augmentations de prix et la probabilité d'arrêter. L'élasticité prix, c'est-à-dire la sensibilité de la demande à la variation, est évaluée dans ce sens. Toutefois, ces chercheurs indonésiens, en comparant avec les résultats dans la tranche supérieure des pays à revenus intermédiaires, c'est-à-dire les pays comparables à l'Indonésie, ils constatent que l'effet prix apparaît nettement moins dissuasif qu'ailleurs. La recommandation est donc d'augmenter très fortement et uniformément la taxation afin qu'il n'y ait aucun report possible de consommation, interdire aussi la vente pratiquée à l'unité, à la cigarette, renforcer la lutte contre le trafic, des propositions d'économistes qui ne tiennent pas vraiment compte de l'impact politique et social majeur pour le nouveau gouvernement qui entre en fonction en octobre prochain. Et pour terminer, vous nous racontez la guerre économique dans le sud du Mali. Benahouda, je dis bien la guerre économique. Économique, exactement. Il faut voir que l'or du Mali est convoité par beaucoup de monde. Dernièrement, les informations ont fait état de l'arrivée d'éléments paramilitaires russes Wagner dans une mine aurifère du nord de ce pays sahélien. Elle avait été découverte en 2018. Un groupe Touareg en avait pris le contrôle et il en a été chassé ensuite par l'armée malienne et maintenant s'installe en arrivant par hélicoptère de l'armée malienne, ce groupe Wagner. Alors dans ce récent travail de recherche par Ndou Bouizi, Christian
dernier, publié par la commission de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est l'organisation économique ouest-africaine la plus large. Il est expliqué comment, pour l'organisation djihadiste JNIM, les mines d'or ont joué un rôle significatif dans leur expansion, d'où cette idée que ça a alimenté la guerre et par l'économie. Le JNIM, après avoir pris le contrôle de sites aurifères dans le nord et dans le centre du Mali, tente de faire de même dans le sud, dans 2 régions riches de cette ressource minière. Le GNIM s'est attaqué au secteur artisanal qui échappe largement à la réglementation de l'État et donc prive les caisses publiques maliennes de recettes intérieures et de recettes d'exportation en devises. Cet or illégalement exploité est écoulé dans la capitale, mais sort aussi vers la Guinée, vers le Sénégal, vers la Mauritanie. Mais ce qui est analysé dans ce document par cet expert qui travaille pour un institut nigérian, c'est aussi une vaste tentative du JNIM de s'emparer de l'exploitation forestière de ce sud malien, mais aussi de l'élevage de bétail. L'auteur raconte tout un banditisme de très grande ampleur, une guerre économique là aussi. Pour lui, il est donc urgent de redonner vie aux accords de paix conclus à Alger en 2015, de renouer des partenariats de développement internationaux, de soutien, afin d'empêcher le sud malien de se radicaliser à son tour, et d'engager également des consultations nationales afin de parvenir à une abolition de l'esclavage héréditaire dans ces régions. L'or, le bois, le bétail, somme toute, ce ne sont que des paramètres d'un arrière-plan. Merci beaucoup Benahouda Abdelhaim, c'était passionnant comme chaque semaine. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.